Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphile de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci donc à Paul, Clara, Guillaume, Bernard et Irène. Bonne écoute. Notre invité est une voix qu'on entend notamment à la radio, et plus particulièrement sur les ondes de France Culture, mais aussi dans certains festivals, comme celui des Trois Continents ou du cinéma du réel. Et enfin, on l'entend surtout couché sur le papier, notamment dans les revues Trafic, Images documentaires, Études, et dans les cahiers du cinéma, dont elle est la rédactrice en chef adjointe, et c'est assez important de le noter car c'est la première femme à occuper ce poste depuis la création de la revue. Cette voix de journaliste critique nous aide à recevoir le cinéma. C'est une voix de passeuse d'un cinéma généreux venant de tous les pays, documentaire ou fiction, pour les jeunes comme les moins jeunes. Cet amour pour le cinéma a donné son titre à son premier ouvrage, Amoureux, et il traverse toutes ses réponses à notre questionnaire de son amour pour Cary Grant à celui pour les textes de Jean Narboni, en passant par les relations amoureuses qui sont les principaux sujets des films que nous allons aborder. Bienvenue Charlotte Garçon et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux et heureuse de vous recevoir aujourd'hui à notre micro. Oui, merci, bonjour à tous les deux. Et alors, comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation. Le rôle du critique, c'est celui de l'aiguilleur qui est lié aux sorties hebdomadaires dans les salles, l'instauration des priorités, l'affirmation de choix forts en accord avec ses goûts. Ce travail de prescription est important et nécessaire. Mais il ne faut pas que la critique se limite à ça. Il faut aussi qu'elle soit curieuse, qu'elle trouve l'espace pour ça. Et alors c'est une citation de Charles Tesson au site Chaos Reigns. Donc Charles Tesson qui a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, puis délégué général de la Semaine de la critique. Oui, très bon critique. Et effectivement, c'est quand Charles Tesson était encore rédacteur en chef des Cahiers du cinéma que j'ai commencé à y écrire. Et je partage ce credo critique qui est de ne pas seulement être un guide. La hiérarchisation, elle est très relative quand même. Elle est en tout cas inscrite dans le temps, dans le moment et de la vision, presque au sens corporel du visionnage du film, du critique, de ses humeurs, etc. Et du temps au sens social. Donc on est amené à réviser ses propres jugements et puis surtout le but n'est pas de s'objectiver en tant que critique pour devenir une sorte de guide commercial. On espère qu'on veut dire quelque chose de l'œuvre, en fait. Ça paraît le minimum syndical, mais c'est ça qui est difficile, je pense. C'est quelque chose qui vous a touché, vous, peut-être personnellement ? Alors, à la fois oui, mais à la fois, je pense qu'il faut quand même le chercher dans l'écriture. Si on est sûr, dès qu'on sort du film, voire quand on est en train de voir le film, si on a une certitude, peut-être que c'est un fil qu'il faudra bien tirer une fois qu'on se mettra à écrire, mais il y a bien deux temps, et c'est dans le fossé entre ces deux temps, le temps du visionnage et le temps de l'écriture, que, pour moi, dans ce vide, en fait, ce vertige, ce côté vraiment mélancolique d'avoir vu et entendu, et puis d'être maintenant devant un écran ou devant une page blanche, que quelque chose peut se chercher. Donc si ça se cherche plus dans l'écriture, c'est quand même problématique. Et donc, quand vous dites quelque chose que vous avez ressenti, vous, là aussi, ça met vous mettez le doigt sur la dimension, me semble-t-il, complexe de la subjectivité dans l'exercice critique. On pourrait dire d'un côté que la critique, c'est l'empire du subjectif. Donc ça, c'est une doxa qui nous est souvent renvoyée à tous quand on écrit ou quand on parle des films, à savoir, mais quelle est votre légitimité pour simplement faire partager votre ressenti d'un film. Et en même temps, on sait très bien que, comme je disais, on essaye de dire quelque chose de l'œuvre. Alors, c'est pas de la vérité de l'œuvre, ce serait être prétentieux, mais d'une vérité ou de quelque chose qui semble juste à ce moment-là, vous voyez, quand on tire un fil, si le fil en amène d'autres, si le fil est suffisamment long, alors tout de même la subjectivité accroche un peu de réel, on peut dire.
Alors, on va être complètement subjectif, là, pour l'instant, parce qu'on va commencer par votre portrait. Et la première question qu'on vous a posée, c'est si vous étiez une rencontre amoureuse au cinéma. Et vous nous avez répondu par Sérénade à 3 de Lubitsch. Ah oui, effectivement. Alors, d'abord parce que c'est une rencontre en mouvement, dans un véhicule en mouvement qui est le train. Alors, le train, c'est vraiment un véhicule tellement cinématographique dans son défilement même que déjà, c'est un premier plaisir lubitschien d'être là. Ensuite, en plus, c'est en France, donc on voit un panneau. Marseille-Paris. Voilà, c'est déjà, comme il disait, Paris Paramount, quoi. On est déjà pas du tout en France, mais on est quand même en France, dans la France fantasmée. Et puis, bien sûr, cette espèce de triangulation qui est compliquée par le sommeil, puisque une femme regarde deux hommes en train de dormir, elle les dessine. Et donc, il y a l'image. Forcément, quand il y a une image dans un film, on pense au cinéma lui-même. Et en plus, dans mon souvenir, le personnage joué par Myriam Hopkins est de son état. Elle dessine pour la publicité. Et en l'occurrence, elle dessine des sous-vêtements. Donc, elle dessine Napoléon en sous-vêtements. Et donc, déjà, l'érotisation de toute cette situation est posée. Et je trouve que c'est une scène on pourrait dire, d'exposition extrêmement réussie. Mais qui, je veux dire, dans le sens où elle nous embarque, justement, dans tout le cinéma, dans toute le côté vecteur, quoi, l'élan érotique, on pourrait dire, de tout film, quoi. C'est ça que j'apprécie. Et ce qui est assez intéressant, c'est effectivement la question du regard qui est posée dès la première scène. Surtout que là, en l'occurrence, c'est une actrice, c'est une femme qui regarde vraiment ces deux hommes, qui prend le temps de les croquer, de les... Oui, on regarde d'autant mieux. Disons que le regard féminin est d'autant plus puissant, magnifié dans ce début que les autres dorment, quoi. Dorment, font plus ou moins semblant de dormir. Il y a tout un jeu de pieds aussi. Toujours des inserts tellement jubilatoires chez Lubitsch. Mais effectivement, c'est important que ce soit la femme qui soit une sorte de chef d'orchestre, disons, tout au long du film, finalement assez libertaire. C'est-à-dire qu'on peut croire que Lubitsch, on pourrait croire que c'est du vaudeville, enfin du boulevard, avec une sorte de triangulation qu'on peut croire superficielle. Et en fait, je pense vraiment qu'il est il reste assez audacieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, me semble-t-il, à un moment, j'ai eu la réaction d'enfants qui étaient assez choqués, en fait, comment on appelle ça, triolisme, je sais pas, du trouble du film. Et on vous a demandé ensuite, pour continuer votre portrait, si vous étiez un ou une adolescente au cinéma, lequel seriez-vous? Et là, vous nous avez cité un film et non pas une adolescente. Vous nous avez parlé du film de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, très long titre, de Paul Newman. Et là, moi, je me suis dit, c'est quelle est l'adolescente dont elle parle? Est-ce que c'est Mathilda? Est-ce que c'est Rousse? Ou est-ce que c'est presque la mère qui peut presque être considérée comme une adolescente attardée? Oui, bien vu, c'est les trois. Évidemment, les trois forment une espèce de portrait éclaté d'une adolescence impossible. Si c'était uniquement la petite fille qui est une sorte de pré-ado, elle doit avoir 12 ans, un peu angélique d'une certaine façon, jouée par la véritable fille de Paul Newman et de Joanne Woodward, sa femme à la ville, mais qui joue la mère. Je ne sais pas si on suit quand on n'a pas vu le film. Si c'était uniquement, disons, elle, ce serait un tout petit peu... c'est l'héroïne, mais il faut absolument, dans la logique du film, qu'il y ait ces versions gauchistes ou ces versions non idéalisées ou ces versions hystérisées, disons, de la jeune fille, où c'est devenir... En fait, je crois que j'aime bien dans un film quand il y a des portraits de femmes, mais pas uniques. Mais éclaté à différents âges. Je me disais ça parce que je repensais à l'un des films que j'adore, qui est French Cancan de Jean Renoir, où au moment où Jean Gabin va ouvrir la carrière de manière en Pygmalion, qui est un peu trop Pygmalion au goût de certains spectateurs actuels, de Leslie Caron. C'est un lapsus, je crois qu'elle devait jouer de Françoise Arnoul. Eh bien, en fait, en bas du cours de danse, elle voit dans la rue une clocharde. Et en fait, il lui explique que cette clocharde était la reine
du cancan. Et puis, leur relation fait qu'elle va devenir la maîtresse de cet homme beaucoup plus âgé et qu'elle comprend qu'il y a une maîtresse aussi de 50 ans, qui est une danseuse de cabaret jouée par Maria Félix. Et voilà, on a l'impression que ça réfléchit sur le côté mise en série des femmes par les hommes. On peut le voir comme ça du point de vue féministe et dire que c'est à la fois que c'est scandaleux, ou à l'inverse, trouver que ça montre ça. Ou encore juste apprécier cette espèce quasiment d'analyse de la vie d'une femme à travers plusieurs personnages qu'on rencontre, avec évidemment le vertige ou la peur de se dire là je débute, mais en fait je peux finir tout à fait à la rue, quoi. Pour revenir au rayon gamma, oui. Et donc c'est un peu aussi les trois étapes, les trois états de femmes, un peu entre Mathilda, 12-13 ans, Rousse qui a 17 ans, et la mère qui a une quarantaine d'années, mais finalement qui est elle presque une enfant. Enfin, je trouve que les états, pour le coup, dans le film, sont beaucoup plus... pas dans l'ordre, quoi. Tout à fait, ça circule. Qui est plus mûr, qui est moins mûr, qui est plus théâtral. Est-ce que c'est la sœur, donc Ruth, qui fait du théâtre, qui prend des cours de théâtre, qui imite sa mère avec une perruque quand elle fait un cours de théâtre, ou est-ce que c'est la mère dont on a l'impression qu'elle aussi, elle cherche toujours une scène, un lieu qui soit une scène, et c'est ce qui est très beau dans le film, je trouve, c'est sa théâtralité. C'est aussi ce qui me plaît dans plein d'autres films, notamment hollywoodiens, c'est d'avoir pensé le théâtre à l'intérieur du cinéma et de l'avoir complexifié, d'avoir... Alors pour Newman, on pourrait dire, bah oui, c'est Newman et Joan Woodward, donc c'est la tradition de l'acteur studio, tout ça, ça sent le théâtre, ils viennent du théâtre, etc. Et en fait, non, il a pensé à sortir le film des intérieurs. Les rayons gamma, il y a des scènes d'extérieur. Il y en a notamment une scène de théâtre immense qui est cette espèce de talus sur lequel la mère, épuisée par une journée de cuite et de blind date plutôt terrible. Hein. Aujourd'hui, elle aurait swipé sur Tinder et puis c'était pas un très très bon coup. Et donc, elle sur le bas côté, elle va se détendre comme ça sur cette grande pelouse vide, et tout à coup, la façon dont il filme cette tache rouge comme ça sur le verre, en fait, c'est un choc esthétique qui remplace, disons, l'aspect psychologique qu'on pouvait attendre de ce type de cinéma. Et on lui fait souvent reproche à ce type de cinéma qui vient du théâtre américain des années 50 et qui a migré dans le cinéma des années 70. On lui reproche le théâtre, et en fait, on ne voit pas toujours ce qu'il en fait et comment il l'a transformé. Donc je trouve que c'est l'un des films qui va loin et qui sort vraiment, qui sort un peu le linge sale, enfin qui met tout ça dehors, et comme une grande garage sale, comme ça, un peu triste, un vide-grenier pas toujours reluisant. Mais très tendre en même temps, je trouve aussi. Il y a vraiment des moments, en effet, on ne sait pas quelle est la jeune fille, quelle est l'ado, mais en même temps, elles changent aussi chacune en fonction des moments du film. Enfin, c'est très très tendre. Il y a vraiment des moments, je pense par exemple au moment où Ruth a sa crise d'épilepsie. C'est une scène extrêmement tendre, quoi, et dure, mais très tendre. Oui, c'est vrai, vous avez raison, et c'est sans doute dans la façon de filmer la gestuelle, en fait. Là encore, ce qui pourrait être un défaut théâtral, me semble-t-il, apporte quelque chose au cinéma. C'est-à-dire cette question de comment faire que le spectacle vivant, en fait, ne soit pas tué sur pellicule. Et c'est une question qui anime, alors, notamment le cinéma de Renoir, de Kechiche. Enfin bon, on a le droit de délirer là où on voit de la théâtralité réussie. Mais c'est sûr que je pense que quand il y a de la théâtralité réussie, c'est pas un hasard s'ils me viennent en tête Renoir et Kechiche, par exemple, c'est qu'il y a un rapport au corps, à la gestuelle, et à quelque chose qui, chez Renoir, pour le coup, serait, à mon avis, son héritage de culture picturale, mais pas du tout dans le sens du cadre et de quelque chose d'assez figé, mais au contraire, ce qu'il aurait attrapé de la peinture en ce qu'elle saisit quelque chose du mouvement, en fait. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais il me semble que ça se retrouve aussi, là aussi de manière assez inattendue, dans ce cinéma de Paul Newman. Alors, on va passer de l'adolescence à un acteur adulte, parce qu'on vous a demandé si vous deviez choisir un film avec Cary Grant
lequel ce serait. Et alors, vous nous avez donné 2 Cary Grant pour le prix d'un. Bon. Et 2 Cary Grant amoureux en plus, puisqu'il s'agit de Elle et lui de Léo McCarey, donc la deuxième version du film, et des Enchaînés d'Hitchcock. Oui, et c'est toujours avec Cary Grant, la conquête, c'est pas la conquête de l'autre, c'est la conquête de l'amour en soi, quoi. Parce que c'est pas donné que Cary Grant, il ait vraiment des émotions, me semble-t-il. C'est bon, ce qui est une allégorie peut-être de la masculinité d'une certaine époque ou de toute époque. Mais en tout cas, j'aime bien le fait que Cary Grant soit d'abord une sorte de silhouette, d'homme qui porte le costume de manière extraordinaire, bon, notamment aussi dans La mort aux trousses, hein, bien sûr. Et puis qu'à partir de ça, de sa gestuelle qui vient du cirque aussi, c'est-à-dire burlesque. Donc tout ça étant, on le perçoit, je trouve, comme quelque chose de très extérieur, complètement anti-psychologique. Et bon, ça fait plaisir aussi dans un certain cinéma qui n'est pas cette intériorité jouée tout le temps. Et en même temps, bien sûr, la tension de ces films-là, l'enjeu, donc non dit de ces films-là, c'est comment arriver à nous faire croire de sa façon que cet homme a des sentiments, quoi. Ce qui est l'enjeu peut-être de tout le cinéma, de filmer à l'extérieur. Mais enfin, je trouve que Cary Grant incarne particulièrement ça dans ces 2 films. Le premier, Elle et lui, de McCarey, parce qu'il joue un playboy. On pourrait dire qu'il joue son propre rôle d'une certaine façon. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on le voit en couleur. Et c'est assez rare de le voir en couleur, à part dans le film d'Hitchcock, La main au collet, où là, il est vraiment cuit, il est vraiment bronzé. Mais donc, on voit son bronzage, par exemple. C'est pas quelque chose... Et je trouve que c'est beau que ce soit le Technicolor, le cinéma, le grand cinéma en couleur hollywoodien qui nous mettent devant ça, devant la réalité très triviale, en fait, de la séduction de quelqu'un qui est en train de devenir un vieux beau, qui se fait bronzer, qui a une certaine couleur de peau. Et voilà, il suffit de le voir. C'est pas seulement... bien sûr, il y a des dialogues, mais je trouve que c'est un génie de casting de la part de Léo McCarey d'avoir refait son propre film en passant de Charles Boyer à Cary Grant, avec un défi plus grand, me semble-t-il, avec Cary Grant, de le faire passer de la comédie à l'amour, vraiment. Et puis dans Les Enchaînés, alors c'est plus classique comme schéma un peu gothique, féminin, Les Enchaînés d'Hitchcock, mais il y a aussi ce personnage assez dur, assez cynique, qui est face à une femme qui est quand même une fille de nazi. Donc, bon sang ne saurait mentir, et on sait, il a ce doute en fait sur la capacité de cette femme d'abord à arrêter de boire et puis à ne pas être vraiment la fille d'un nazi, quoi, au fond. Donc, j'aime bien ce côté rétif qu'il a à l'amour et qui rend les films d'amour avec lui jamais mièvres en fait. C'est le premier à dire dans Les Enchaînés qu'il a un peu peur des femmes, qu'il s'en méfie un petit peu d'ailleurs. Oui. Il a raison, en même temps. Il a raison. Il faut quand même avouer que... oui, c'est... Et puis ça complique le mythe du sauveur, enfin du prince, justement, gothique, qui viendrait comme ça sauver la jeune femme de l'emprisonnement. C'est compliqué parce que lui, ce qu'on retient de ce film, c'est qu'il manque de ne pas venir, quoi. C'est plutôt ça qu'on retient. Plutôt le fait que... Alors c'est très Hitchcockien, ça, de décaler un peu le... mais je trouve ça très juste. Et c'est presque Lancelot qui hésite quelques secondes avant de monter dans la charrette. Et voilà, tout amour, du coup, est compromis, quoi. Et donc, c'est plutôt ce doute, cette hésitation, ce cynisme, cet individualisme, disons, à l'américaine, même si on sait qu'il n'était pas originairement américain. Voilà, que je trouve une belle tension, en fait. Après, je pense que la tension, et puis ce qui le rend, entre guillemets, lisse, mais pas tant que ça, c'est que dans ces 2 films, il forme des couples avec des actrices qui sont extrêmement expressives, en fait. Donc Deborah Kerr, quand même, elle a des expressions de visage qu'on voit beaucoup plus, surtout en couleur, que celle de Cary Grant, qui joue cette espèce de vieux beau. Et Ingrid Bergman, c'est pareil, en fait. Oui, vous avez raison, c'est presque une question de complexion, de teint. C'est des femmes qui ont le teint... Alors, en noir et blanc, pourquoi je dis ça d'Ingrid Bergman? Mais après, si, on l'a vu dans Sonate d'automne, par exemple, de Bergman, et on voit bien qu'elle a ce teint... Alors,
moi-même, je suis un peu rosie par la canicule. Donc, vous voyez que je partage ce côté clair et donc qui va avec une idée d'hypersensibilité, en fait, et de... voilà, plutôt d'épanchement émotionnel. Et puis, en face, on a cette espèce de dur à cuire, malgré tout, de l'amour, quoi, qui serait donc Nikki dans Elle et lui, et puis Devlin, donc l'espèce d'espion de choc proto-James Bond dans Les Enchaînés. Dans cette partie consacrée aux circonstances et conditions de visionnage, Charlotte nous conseille un film à voir en été. Loin des bleuettes estivales mais pas dénuées de sentiments pour autant, elle a choisi À nos amours de Maurice Pialat, une œuvre dont elle n'est jamais revenue et qui s'avère plus solaire qu'on ne le pense. Oui, alors je crois que je l'ai vu quand il est sorti. Je suis née en 75, donc il doit dater de 83. Donc assez tôt quand même, avec mes parents, puisque mes parents nous amenaient au cinéma en même temps, et on ne savait pas trop sur quoi on allait voir, mais c'est ce qu'on allait voir. Mais surtout, l'important, c'est que donc le cinéma de Pialat, de Rohmer, etc., était moins ghettoisé, était moins réservé à une minorité cinéphile qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça c'est-à-dire que le fait qu'un enfant puisse voir un film de Pialat et que des gens qui sont cinéphiles, mais pas non plus spécialistes, qui ne travaillent pas dans ce domaine, etc., y aillent, quoi. À l'époque, c'était ça. Moi, c'est ce que j'aime de cette période-là. Je retiens ça de cette fréquentation des cinémas dans mon enfance. Et donc, effectivement, ça m'avait assez marqué. Je trouve que souvent, quand on voit des films avec des personnages jeunes, oui, quand on est enfant, c'est toujours un personnage plutôt plus âgé avec qui on s'identifie, hein, plutôt que d'aller voir un film avec un enfant. Enfin, moi, ça n'a jamais marché pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est l'horreur. Toujours qu'il soit un petit peu plus grand. Oui, oui. Alors là, elle est sérieusement plus grande, plus dénudée, plus délurée que je ne l'étais, je vous rassure, à 8 ans. Mais on sent, je pense qu'en tant qu'enfant, ce qu'on en perçoit, c'est une forme d'intensité émotionnelle, justement. On revient à ça, de sensibilité à fleur de peau. Alors, au niveau, disons, psychologique du personnage, mais de manière plus intéressante dans le film lui-même. J'ai l'impression que les films de Pialat sont une espèce de lait comme ça sur le feu, qui est toujours en train prêt à éclater. Voilà, prêt à déborder de la casserole, et qu'on se précipite sur le bouton du gaz pour éteindre, mais c'est trop tard, ça déborde, etc. Et donc, je pense qu'enfant, et puis ensuite en le revoyant, mais on perçoit cette violence, en fait. Et on perçoit que la violence familiale, par exemple, dans ce film, hein, qui va jusqu'au cou, hein, c'est connu, les scènes entre le frère, la mère et elle-même. Finalement, cette violence, c'est horrible ce que je vais dire, mais elle a un avers ou un revers, et qui est cette intensité émotionnelle. Donc c'est pas seulement de la violence, et donc c'est pas seulement c'est de l'affect, quoi. Et c'est ça qu'on saisit très tôt, je pense, quand on va au cinéma, c'est cette présence de l'affect. Et alors, on vous demandait ça dans le contexte d'un film d'été à conseiller. Est-ce que c'est aussi pour les 20 premières minutes, à peu près, qui se passent pendant des grandes vacances, avec une très belle lumière aussi, ou... Oui, vous avez raison, on parle pas tellement de ce qu'on voit, là, j'ai l'impression de... Oui, alors, en plus, dans mon souvenir, il y a cette espèce de prologue un peu nocturne, puisqu'elle répète cette pièce... attendez, c'est Musset ou c'est Marivaux? Je crois que c'est On ne badine pas avec l'amour, il me semble. Voilà. Et il y a cette scène, en plus il y a une morte, enfin bon, c'est vraiment une scène très, très forte comme ça. Et puis quelque chose de nocturne. Bon. Et avant ce côté nocturne, dans mon souvenir, quand il répète, c'est son frère qui vient la chercher à la colonie de vacances. Et donc il y a tout
j'avais l'impression d'une espèce de vacances des vacances. C'est-à-dire qu'elle est en vacances, mais elle est en colonie, ce qui est quand même pas... ce qui est très contraignant si on a des souvenirs de colonie de vacances. En même temps, elle fait du théâtre, donc elle peut être quelqu'un d'autre. Et en même temps, quel soulagement que le frère vienne la chercher et ouvrir à complètement autre chose du film. Je sais que dans mon souvenir, dans les lectures que j'avais faites autour de ça, c'était compliqué où mettre ce morceau. Mais en même temps, je trouve que cette hétérogénéité-là, qu'il y a dans beaucoup de films de Piala, des choses qui sont délibérément pas raccordées, des gros trous, des ellipses, ça donne vraiment quelque chose de vivant. Et les conversations que j'ai pu avoir avec le monteur, Yann Deday, notamment pour les Cahiers du cinéma, mais aussi en présentant des films en salle avec lui, qui est vraiment pour moi une activité critique importante. C'est ça, son travail. Lui, il a beaucoup contribué à cette forme-là, cette espèce de pâte qui est pas fluide, enfin, qui a une forme de fluidité à l'intérieur du plan quand on tourne, qui peut être même assez complexe comme mise en place, comme mouvement de caméra, comme jeu prolongé des acteurs, etc., mais qui a aussi le contraire, des coupes, des manques, des ellipses un peu étonnantes. Et oui, j'ai ce souvenir-là aussi dans les raccords lumière du film, dans qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe plutôt le jour, qu'est-ce qui se passe sur le bateau. Voilà, c'est un film qui est très riche du point de vue de ces diverses lumières. Donc c'est aussi pour ça que ça m'inspire l'été, pas seulement parce que ça se passe l'été et qu'effectivement elle est à la fois la petite fille, la femme qui couche avec un GI et qui dit pas de quoi, c'est gratuit quand il dit merci. Ça aussi, c'est un choc quand même. Mais voilà, elle est tous ces âges à la fois et on pourrait dire que le film aussi, dans sa forme, il est plusieurs formes à la fois. Ensuite, toujours dans cette partie circonstances et conditions de visionnage, on vous a demandé s'il existait un ou des films que vous rêveriez de voir ou de revoir en salle et en salle uniquement. Et alors là, vous nous avez répondu par les premiers Capra. Voilà, tout simplement. Oui, parce que je suis allée une seule fois au festival Cinéma Retrouvé de Bologne, en Italie, et c'était il y a longtemps, je pense peut-être en 2004, enfin, je ne sais plus l'année exacte. Mais c'était l'année où c'était les Capra. Donc il y avait une rétrospective Capra, y compris donc des films muets, des débuts. Alors j'ai sans doute pris des notes que j'ai évidemment pas relues. On reviendra peut-être à ce que c'est que prendre des notes juste après. Mais voilà, j'en ai gardé. Et justement, Capra, c'est un cinéaste aussi que je voyais dans l'enfance, par circonstance, parce que dans le réseau Action, des salles Action à Paris, il y avait souvent des Lubitsch, des Hawks, des Macaret et des Capra. Et donc, vers 85-86, il y a eu des ressorties Capra. Donc, c'est important, en fait, quand le rapport au cinéma vient de la salle, quand on a la chance que ce soit comme ça, dans cette pratique-là, du coup, les décisions de distribution, et donc aussi en amont de restauration, elle forme une cinéphilie, quoi. Donc, parce qu'on est tributaire de ce qui ressort. Et donc là, j'avais entrevu à Bologne plusieurs films muets. Je ne pourrais même pas vous citer des noms, parce que ça commence à s'éloigner. Mais donc, voilà, je ne les ai pas revus, et c'est comme quelque chose de perdu. Et au début, j'avais essayé de demander, mais au studio, est-ce que vous allez ressortir, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Et puis finalement, rien du tout. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes Capra qu'on voit tourner partout, mais qui sont très beaux, hein, qui sont très intéressants. Mais c'est là encore un sentiment de la perte. On croit retrouver des choses et puis en fait, ou avoir accès à quelque chose, puis en fait on les repère parce qu'ils étaient seulement dans un festival et on les a pas retrouvés. Mais évidemment que ce côté orphique, hein, reperdre, non seulement perdre, mais reperdre, c'est ce qui constitue aussi une certaine cinéphilie. Mais il reste le souvenir. Oui, parce que, et d'ailleurs, c'est bizarre parce que en vous répondant, je me disais que je préférais relire des livres que les lire. Et donc peut-être, encore une chose horrible que je vais regretter d'avoir dite, mais je crois que je préfère revoir. Mais justement, oui. En fait, c'est une parfaite transition parce que à la prochaine question, vous demandez comment fonctionnait votre mémoire de cinéphile. Très et mal. Vous nous avez dit pas très bonne et que vous préfériez justement revoir les films plutôt que de les voir. Et je trouvais ça étonnant comme geste de préférer les revoir plutôt que les voir. Alors l'hypothèse basse, c'est que on veut revoir parce qu'on est un bébé, quoi. C'est-à-dire on veut voir ce qu'on connaît déjà et donc donnez-moi ce qui m'a plu une fois. Mais
Je pense que c'est quand même plus intéressant que ça, peut-être, parce qu'on perçoit bien, en fait, qu'on ne voit pas le même film. C'est devenu un cliché, mais c'est vrai. Et en fait, pour moi, présenter des films en salle, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des films anciens qui sont présentés en salle et qui ne comprennent pas que quand on dit qu'il y a un débat, c'est pas vraiment un débat, c'est pas un débat sur... est-ce que La Règle du jeu est un bon film ou pas? Quoique, on peut, mais c'est pas un débat sur le sujet. Est-ce que les maîtres exploitent les domestiques en Sologne? Mais c'est évidemment représenter devant le public, mais devant soi-même aussi, le film. Donc je reste absolument toujours au film. Et quand je n'ai pas eu la possibilité de le faire, je l'ai amèrement regretté. Oui, vous en avez parlé, notamment sur La Règle du jeu. Ça vous avait marqué. Oui, parce qu'une fois, on est revenu en retard du restaurant. Et d'ailleurs, c'était la même fois où le public, qui était notamment composé de lycéens, mais c'était un soir, mais il y avait quand même des lycéens qui étaient venus. Et quand on remontait pour sortir après la présentation, ils disaient « Ah, bah, bon appétit hein. !» Comme ça, l'air de dire « On voit bien que vous partez. » Et d'une certaine façon, je crois qu'ils avaient raison de dénoncer la fuite. Et c'est vraiment quelque chose, c'est pas du tout pour ça que je tiens à rester, c'est pas cette expérience traumatisante, mais c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de très important de revoir le film dans ces circonstances très, très partagées, quoi, qui se disent pas, mais qui quelque chose se sent, et puis d'autre part, pour soi. Donc, revoir, plusieurs fois j'ai présenté par exemple La Règle du jeu, et plusieurs fois j'ai vu des choses différentes, ou les mêmes autrement, ou des choses que je n'avais pas vues, ou pas entendues, ou comme vous le savez, pas pensées. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même lié à des questions dont à mon avis on parle assez peu, et c'est pour ça que des dialogues avec des monteurs m'intéressent de plus en plus, c'est la question du rythme, parce que le rythme d'un film qui n'est pas que créé par son montage, hein, bien sûr, c'est des choix aussi, comme on l'a dit pour Piala, de tournage, mais de rythme, de débit des dialogues, il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette nébuleuse un peu qui est le rythme, mais en fait c'est quelque chose qui a une empreinte qui marque très fort, quoi, et dont il n'est pas toujours facile de parler, de partager, qu'il n'est pas toujours facile de partager avec des spectateurs, et donc c'est important, même si on a entre guillemets une longueur d'avance parce qu'on a déjà vu le film, parce qu'on peut avoir lu des choses, parce qu'on a déjà vu d'autres films du même réalisateur, en fait il y a aussi quelque chose qu'on partage à ce moment-là. Et d'autre part, sur le rythme, je me suis fait la remarque en revoyant La Maman et la putain, qui est quand même d'une longueur disons inhabituelle, 3h, combien 3h40, voilà. Vous l'avez bien senti, j'ai l'impression, la longueur. Que vraiment, je ne m'intéressais pas au même moment. Enfin, d'une certaine façon, quand c'est 3h40, forcément, on décroche à des moments, plus que dans un film de longueur normale. Et c'est très intéressant, les décrochages. Mais comme en lecture, hein, il y a des passages entiers dans des livres qu'on oublie totalement, ou durant lesquels on rêve. Parfaite transition, encore une fois, à la prochaine question. On vous a demandé justement un film qui avait hanté vos rêves. Et là, vous nous avez fait une très belle réponse. Vous nous avez dit « Voir des films se substitue à l'activité de rêver ». Et donc justement, est-ce que vous avez rêvé de plusieurs films ? Est-ce que plusieurs films ont quand même hanté votre mémoire ? Est-ce que cette activité de rêver, est-ce qu'elle elle se joue aussi en salle ? Vous parliez de décrochage. Est-ce que c'est un peu... Voilà, comment vous avez saisi cette question ? Il me semble que, effectivement, je ne me souviens presque pas de mes rêves, donc c'est pas un sujet pour moi, le rêve, c'est pas une réalité, une étoffe, quoi, que je connais vraiment bien, et que donc effectivement ce qui me semble le plus proche de ça, c'est l'expérience en salle, et que cette expérience en salle, ça, je suis sûre, enfin je sais que ça a dû être analysé dans des numéros de communication des années 70 sur la psychanalyse, quoi, les rapprochements entre le dispositif de cinéma et le rêve, hein, la projection, la lumière qui vient derrière, enfin tout cet aspect-là est quelque chose de documenté, mais en même temps dans l'expérience intime qu'on peut en avoir, c'est intéressant ce décalage, parce que c'est le rêve d'un autre, enfin c'est son propre rêve qui est déjà projeté sur quelque chose qui est un peu similaire dans sa forme à du rêve, avec le montage, avec la possibilité d'aller dans un lieu, un autre, bien sûr de faire revivre des gens morts, enfin bon. Donc c'est assez complexe, c'est plus intéressant pour moi ce qui se passe dans une salle que ce qui se passe dans un rêve, dans le sens où un rêve serait à interpréter, voilà. Mais
Non, l'idée de vraiment rêver au sens fantasmer, tout ça, pendant un film, je sais pas, je trouve on arrive vite à des espèces de clichés, quoi. En fait, on rêve, on travaille plutôt. Il vaut mieux dire que c'est le travail du rêve plutôt qu'un rêve au sens un fantasme merveilleux, quoi. Oui, puis je pense quand on rêve véritablement, on travaille aussi. Travaille, oui. Pour sa carte blanche, Charlotte a choisi un film qui brille par la vie dont il fourmille encore aujourd'hui. La grande illusion de Jean Renoir. Oui, parce qu'ils montent un spectacle à l'intérieur du camp de prisonniers allemands où ils sont prisonniers. Et l'un d'entre eux, comme par hasard Marcel Dalliot, qui ensuite jouera l'acteur principal de La règle du jeu, joue un juif, un riche couturier. Il y a une maison de couture à Paris et qui se fait donc envoyer plein de vêtements féminins dans une malle. Et bien sûr, ce qui me reste en tête, c'est le mouvement et le rythme, justement. C'est le choc que ces hommes ont de voir et de toucher des vêtements et des chaussures et des bas de femmes. Donc, il y a plein d'exclamations comme ça. Et puis surtout, c'est la complexité quand même de la scénographie de départ, puisque on comprend que c'est dans une écurie qu'ils répètent et qu'il y a des soldats anglais également prisonniers qui répètent It's a long way to Tipperary en drag queen, enfin habillés en femme, donc ils font une espèce de cancan, ils lèvent la jambe et donc en fait on pense pas tellement à ça, on voit ça comme un arrière-plan et puis un mouvement de caméra nous alerte parce que cette discussion un peu grivoise sur un bas de la soie, etc. Et puis les femmes des uns et des autres à Paris, eh bien tout ça est stoppé par un mouvement de caméra qui suit un peu une guirlande dans mon souvenir. Je ne sais pas si c'est une guirlande, mais je crois. Et donc ça matérialise en fait le mouvement de la caméra, cet élément de décor. C'est d'une simplicité, c'est ça le truc de Renoir, c'est que c'est très simple, très réaliste au sens où il n'y a pas on sent pas une radicalité agressive comme ça, mais en fait il y a un silence qui se fait et la caméra revient sur il y a un travelling sur ces visages complètement stupéfaits parce que hors champ, le plus jeune, le plus mince, le plus joli d'entre eux, qui s'appelle comment il s'appelle, Maisonneuve ou quelque chose comme ça, c'est changé en femme et voilà, on dirait une vraie femme, quoi. Et tout à coup, c'est autre chose. C'est plus un fantasme, c'est plus quelque chose de burlesque, c'est plus la drag queen qu'on voyait derrière. Et pourtant, elles étaient là. La femme, elle était là depuis le début. Donc, je trouve que ce coup au cœur, en fait, qui est celui à la fois du désir, du trouble de ces hommes, oui, ça passe à la fois par le rythme et par le sujet, quoi. Et puis je crois qu'il dit, le personnage, il est en train de se rhabiller, il dit c'est très étrange, je crois qu'il répète ça comme ça. Et donc c'est très ténu, ce trouble et ce silence. Il y a un rien qui pourrait le briser. Tout à fait, et c'est bien que vous souligniez le son, l'usage du son, parce que je crois que Renoir a été... Comment il s'appelait son Joseph de Bretagne, je crois. Son ingénieur du son. Ils ont vraiment travaillé le son direct de manière étonnante, enfin, tellement... qui font que les films de Renoir sont tellement... nous touchent tellement aujourd'hui, sont tellement... En fait, l'aujourd'hui, c'est pas un aujourd'hui nécessairement sociétal, c'est pas tant un style de jeu non plus, quoique, mais c'est vraiment cette qualité, cette texture sonore, où on a l'impression que... C'est pas qu'on y est au sens hyper réaliste, c'est qu'il y a une humanité profonde encore contemporaine dans la façon de parler, dans cette texture, la façon dont le son résonne. Bon, alors il doit y avoir quelques raccords qui sont pas du son direct, j'imagine, mais c'est des souvenirs que j'ai aussi de La Chienne, par exemple. Comment le rythme ou le fait que presque dans tous les Renoirs, quand se passe un meurtre ou un suicide, et en fait, quand j'avais travaillé sur Renoir, je m'étais aperçue que presque dans tous ces films, il y a un meurtre ou un suicide. C'est vrai. Alors que c'est pas du tout comme ça que les gens se souviennent de Renoir, sauf ceux qui n'ont vu que La Bête humaine, par exemple, mais
moi qui est l'un des Renoirs que j'aime le moins finalement peut-être, mais à chaque fois il y a un suicide ou un meurtre ou quelque chose de très violent en musique, et donc il y a tout ce contrepoint musical, il y a des chansons, il y a des bals, il y a des voilà, mais toujours cette atmosphère à la fois populaire, joyeuse, collective, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion complètement individuelle et irréductible, quoi. Il y a toujours une grande gravité et qui est contrebalancée par la théâtralité aussi. Ah oui, la théâtralité revient. Et voilà, Elle revient dans la séquence qu'on vient d'évoquer de La Grande Illusion, puisqu'il s'agit de préparer un spectacle et que finalement on décale, on passe de ce qui est de l'ordre de la théâtralité, de la représentation de genre, disons, hein, puisqu'on singe une femme quand on se travestit comme se travestissent les Anglais, à quelque chose qui est beaucoup plus troublant et qui est cette espèce de tremblement de la frontière homme-femme. Or, on sait bien que La Grande Illusion, Renoir a suffisamment dit des choses là-dessus, c'est sur ça, c'est-à-dire sur le brouillage des frontières au sens géographique, au sens politique, mais en fait, on voit dans cette séquence que c'est y compris au sens sexuel. Et ça, c'est surtout qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans ce film. Enfin, oui, il y a à la fin, voilà, exactement, il y en a deux, pardon. Mais elles sont presque pas présentes du tout. Et elles sont en même temps, elles écrasent notamment dans cette séquence, elles écrasent tout le film, puisque justement par leur manque. Et en plus, quand même, la femme de la Talente, c'est pas rien. Parce que Dita Parlo, donc, qui joue le personnage féminin de la paysanne, que finalement rencontre Gabin après, qui va tomber amoureuse de lui, et réciproquement. Donc la seule femme avec sa fille, pour nous, elle vient quand même de la Talente. Je pense qu'il y a un vrai... que Renoir, il a été nourri par ce jeune homme qui a disparu très tôt, mais je suis sûre qu'il y a une... C'est pas une filiation, c'est quelque chose de commun, et aussi de peut-être même plus que ça entre Vigo, entre Jean Vigo et Jean Renoir. Et enfin, je trouve aussi très émouvante la présence de Dita Parlo pour ça. Et Dita Parlo, elle est quand même, c'est celle qui est l'épousée de la Talente, qui est emmenée comme ça, presque kidnappée, et qu'on emmène vivre une toute autre vie sur un bateau. Et ça va pas trop bien en fait. Et là, c'est pareil, c'est une femme qui est dans sa maison, mais qui, elle, au contraire, a tout perdu, a perdu tous les hommes. Et on pourrait dire qu'en face, Gabin, il a perdu toutes les femmes. Enfin, tous ces prisonniers ont, d'une certaine façon, perdu toutes les femmes. Enfin, je trouve qu'il y a aussi ce poids-là ajouté de ce surgissement. Dans cette partie consacrée à la transmission des films, Charlotte nous raconte en quoi sa vocation de critique prend ses sources dans la radio sous toutes ses formes et s'interroge sur son goût pour le partage de ce qu'on appelle le cinéma classique. D'abord, il y a la messe du dimanche soir qui était obligatoire, qui était... comment ? Vous voyez ce que je veux dire sur France Inter, le Masque et la Plume. Oui, voilà. oui. Ah oui, la grand-messe du Masque et la Plume. Donc, je me souviens de dîners où on commençait à dire quelque chose et on nous faisait taire parce qu'il y avait le Masque et la Plume. Bon. Donc ça, quand même, ça donne une importance, ça donne une valeur à la parole critique quand j'y pense. Donc c'est une première occurrence, mais pour aller de manière plus récente, mais vous allez voir que c'est encore lié au passé, comme tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. J'adore écouter les nuits de France Culture, parce qu'on a des émissions anciennes, et notamment les mardis du cinéma, Claude Jean-Philippe que j'associais plus à une cinéphilie quand il était encore vivant, à une cinéphilie que je voyais comme un peu pas poussiéreuse, mais disons de transmission dans des ciné-clubs, etc., qui me peut-être que je connaissais mal et dont j'avais l'impression qu'elle pouvait charrier des clichés et en fait, quand on écoute ces émissions, on voit bien je trouve que pas du tout. Et il est notamment accompagné de quelqu'un qu'il était allé chercher à l'IDEC, qui était toute jeune étudiante à l'IDEC, et qui est Caroline Champetier, qui a une voix très particulière. Donc Caroline Champetier, qui est la chef opératrice de Godard, de Léos Carax et tous ces gens-là. Même de Shoah, assistante. Oui, c'est quelqu'un, par exemple, qui a une parole sur le cinéma extrêmement articulée, forte.
Alors parfois, on a l'impression que Claude Jean-Philippe ne l'écoute pas tant que ça, qu'il y a quelque chose là de genré ou de générationnel qui s'opère, qui est un peu... mais c'est fascinant et je trouve que c'est... En fait, c'est des émissions qui sont consacrées à un seul film. C'est vraiment ça, en fait. C'est quand on rentre... Quand on rentre dans des films, qu'il y a des extraits, que parfois il y a la parole du cinéaste, qu'on parle longuement d'un film. Alors là, en plus, on a parlé d'une séquence. Je ne pense pas qu'on se noie dans le détail. Je pense qu'on fait tout le temps des allers-retours entre le détail, alors complètement au filtre de ce qu'on en a perçu, donc complètement gauchy, complètement mal lu, mal remémoré, et l'ensemble, quoi. Et à la fois l'ensemble du film, donc cette espèce de jeu entre la séquence, le plan, l'intérieur du plan et tout le film dans son entier, dans son agencement entier. Bien sûr, toute l'œuvre du cinéaste, quand c'est par exemple Renoir, mais aussi, j'allais dire encore, pour faire un zoom out, un zoom arrière encore plus grand, entre voilà, l'aller-retour entre ce détail de cette séquence, de ce qui se passe dans cette séquence, et en fait notre rapport à la vie et aux autres gens, aux relations, et justement aux relations amoureuses, quoi. Mais justement, ça me fait penser à cette question de votre mémoire cinéphile, parce que vous parliez vous nous avez dit l'analyse est importante, mais ne sert qu'à comprendre ce qui nous meut, et le cinéma à tenir ensemble les contradictions qui, dans la vie, peuvent nous tuer et que l'on nous somme de résoudre. Oui, on pourrait dire que ça parle d'amour, d'une certaine façon. Mais effectivement, plusieurs fois, les gens, j'entends des gens réclamer qu'il y ait un sens univoque à quelque chose, ou bien qu'un film, alors notamment aujourd'hui sur le féminisme, c'est évidemment ce qui est demandé, bon, ça commence à suffire, donc maintenant il faut être clair. Oui, mais justement, le cinéma est justement, s'il y a un endroit où on peut tenir ensemble des choses contradictoires, c'est justement au cinéma. Alors vous me direz, mais ça c'est toute la fiction. La fiction n'a pas à être discursive et donc apporter un message. Oui, mais particulièrement le cinéma est doué, en tout cas me touche pour ça, c'est qu'il a de toute façon cette nature analogique. Donc il y a une espèce de truc très pervers où en fait ce qu'on voit, on a beau nous dire que c'est de la fiction, que c'est écrit, que c'est des acteurs qui jouent, mais en fait il y a en nous quelqu'un qui croit que c'est vrai puisque ça a été filmé. Bon, c'est la base du cinéma même. Mais en même temps c'est cette contradiction native. Je pense qu'elle accueille du coup la contradiction morale, ou la contradiction, morale, voilà, au sens, y compris dans la relation amoureuse, tout ce qu'il y a de complexe et de joie et de souffrance, pour citer Truffaut. Vous avez sans doute déjà cité cette phrase qui revient chez Truffaut dans d'autres émissions. Mais voilà, il me semble que, par exemple, chez Renoir, il arrive à tenir ensemble ça. Je parlais de l'exemple de French Cancan, où oui, il y a un vieux qui va recruter une jeune femme, et puis alors en plus, donc il commence sa carrière, il la lance, on pourrait dire, en ouvrant un cabaret où elle a la vedette, mais en fait, et effectivement, ils ont une histoire d'amour, mais en fait, tout ça est toujours plus compliqué dans le film, et on peut trouver que le critique qui aime ça, juste il coupe les cheveux en quatre pour sauver l'insauvable d'une certaine façon, mais moi je pense pas. Si c'est investi, si ce qu'on y trouve est investi, on arrive à une complexité, tout simplement en fait à penser ses propres problèmes de vie dans les films, mais plus que dans les films, justement dans le fait de les revoir différemment à chaque fois, et encore mieux si on a la chance d'en parler à un public, d'avoir un retour de ce public qui suggère parfois des lectures, des choses, des impressions très, très... ça peut être très ponctuel, mais ça fait tout changer. Et notamment, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à faire un ciné-club récurrent, mensuel, à Enghien-les-Bains, et où là, il y avait une sorte de thématique du cycle. Donc on a commencé justement par les comédies amoureuses hollywoodiennes. Et en fait, le fait que ce soit quelque chose de récurrent, ça m'a permis ce que j'avais jamais fait avant, c'est-à-dire de creuser quelque chose qui, de film en film, on s'aperçoit qu'il y a énormément de liens entre ce dont on est en train de parler et nos vies. C'est pas sa propre vie au sens où tout le monde se projette dans l'œuvre, c'est quand même plus collectif, oui, quelque chose de l'ordre de la morale. Alors moi, je n'arrive pas toujours à lire Stanley Cavell parce que je le trouve très difficile à comprendre, mais je
pense que c'est aussi ce qu'ils cherchent, mais ils parlent pas trop de mise en scène, ça c'est un petit problème. Mais justement, en parlant de transmission envers des salles, et puis je repensais à quand vous nous parliez des lycéens dans la salle de la règle du jeu, on vous a demandé un film à transmettre aux générations futures. Et là, vous nous avez cité plein de films. L'aurore, la règle du jeu, Les lumières de la ville, To be or not to be. Et là, vous nous avez dit pardon de la banalité, mais ne vous excusez pas. Donc c'est des films très classiques qui ont vraiment formé le cinéma. Enfin, c'est presque des films premiers. Comment il faudrait les transmettre ? Est-ce que c'est pas trop lourd à transmettre ? Ouais, Quel est cet échange à avoir avec la salle, cette discussion ? Oui, c'est le risque en fait, parce que ce que je vous cite, et j'ai fait exprès de ne pas me censurer là-dessus, j'aurais pu un peu mentir et trouver quelque chose d'un peu plus marginal et plus recherché. Et en fait, non, il faut bien que j'affronte que ce qui m'intéresse le plus, ce sont les chefs-d'œuvre. Donc en fait, j'ai pas la posture, non, parce que chez plein de gens c'est très sincère, mais d'être la personne qui découvre et qui remet en avant, qui remet au jour quelque chose que d'autres avaient peut-être négligé parce que au niveau industriel, c'était peut-être un petit produit ou des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression toujours que la vie est courte, que justement ce lien entre nos attitudes dans la vie morale et envers les autres et en amour, etc., sont tellement des choses vitales, en fait, ces affects, mais pas au sens psychologique. En fait, souvent, j'ai un rejet des films qui sont des portraits psychologiques, mais au sens de choses beaucoup plus dynamiques. Il est urgent de les trouver et que les meilleures œuvres, en fait, sont celles qui les portent, quelle que soit leur époque. Et donc, l'Aurore, bah oui, film muet. Et d'ailleurs, il y a un vrai problème aujourd'hui de quasiment pas voir les films muets, sauf en ciné-concert, qui eux-mêmes deviennent des espèces d'événements musicaux, d'abord très coûteux pour les salles, donc ils font une seule projection, et puis voilà. Bon. Donc ça, c'est encore tout un problème, mais du coup, on voit plus l'Aurore, quoi, ou Le Dernier des Hommes de Murnau, et je me souviens d'une époque que j'ai encore connue, je ne suis pas non plus si vieille, à la Cinémathèque des Grands Boulevards, où les muets passaient sans musique. Et j'ai compris, les historiens disaient mais c'est une absurdité parce que les films muets ont toujours été projetés avec quelqu'un qui faisait de la musique à côté. Mais en fait, peu importe, là on parle du présent et au nom de quoi on ne pourrait pas projeter des muets sans son. C'est pas une dénaturation. Voilà, l'œuvre, elle a un destin qui est aussi, y compris aujourd'hui. Donc moi j'aimais bien ça. J'aimais bien voir des films dans cette attention particulière du muet, sans aucun autre filet pour couvrir, par exemple. Et quant à cette question de transmettre, alors là, c'est difficile parce que je m'arrange le plus souvent pour ne pas être en situation de transmission à des scolaires. Encore une des choses horribles que j'aurais dites aujourd'hui. Donc ne pas avoir un ton trop professoral ou trop... Alors c'est peut-être ça, c'est-à-dire la position de je sais et vous allez écouter et vous allez savoir. Bon, certes, puisque tout ce qu'on a dit, c'est évidemment toujours des interactions avec l'œuvre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas du savoir et vous aurez compris que donc je ne suis pas historienne et c'est normal, ma mémoire ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là de ne pas écraser l'autre d'une espèce de savoir dont je me fiche au fond. C'est-à-dire que les gens qui connaissent tout le générique par cœur, mais tant mieux pour eux, c'est comme ça qu'ils sont cinéphiles. Bon. Donc moi, non. Donc il y a ça, mais il y a aussi cette espèce d'injonction à ne pas perdre la jeunesse, quoi. Surtout que la jeunesse, elle reste encore cinéphile, s'il vous plaît, qu'on aime encore aller au cinéma, s'il vous plaît. Donc on est là investi d'une espèce de pouvoir qui ne tient qu'à un fil, donnez-leur le goût de... Et donc toute injonction, en fait, concernant la transmission de la cinéphilie fonctionne comme une sorte de tue-l'amour pour moi. Donc je préfère parler des films aux profs. On peut considérer ça comme une lâcheté, mais c'est indirect, c'est une façon indirecte, mais j'ai l'impression que les professeurs, s'ils sont bons, ont un transfert avec leurs élèves déjà établi, en fait. Ils ont le canal, normalement, d'un prof à sa classe, il est complexe, il s'établit de manière très personnelle, très différente à chaque fois, et que c'est par eux que, dans ces dispositifs, en tout cas d'éducation à l'image, ça peut passer. Et donc j'aime bien l'idée que les profs eux-mêmes, ils ont leur propre cinéphilie, ils vont écouter quelqu'un sur un film, et non pas sur le cinéma en général. Et puis ensuite, ils réfléchissent à comment ça peut se séquencer, parce que c'est ça la pédagogie, c'est l'art des étapes, quoi. Et c'est à eux de faire ce... Donc j'aime bien qu'il y ait deux étapes, qui est l'étape, le prof reçoit quelque chose et ensuite les élèves reçoivent une deuxième chose. Donc c'est pas
cette transmission directe. Le refuge de Charlotte est double puisqu'il s'agit du film Elle et lui, que son auteur Léo McCarey a réalisé une première fois en 1939 et une seconde fois en 1957. Elle nous raconte en quoi ce film, fait et refait, résonne avec son besoin de voir et de revoir les films. D'abord, c'est vrai que c'est beau que ce soit un film dédoublé, d'une certaine façon, que lui-même les refait. Et que j'ai parlé de revoir. Moi, j'aime revoir les films, et lui aussi, peut-être. Parce que Léo McCarey donc, a fait un remake de son propre film, un en 1939 et un en 1957. Oui, et à chaque fois, on lit que voilà, il l'a refait parce qu'il l'aimait, tout simplement. Mais en même temps, c'est jamais simple de refaire un film dans d'autres conditions de l'état du cinéma, donc à la fin des années 50, en couleur, en scope, avec d'autres acteurs. C'est évidemment que tout est différent et que tout est pareil. Et que c'est ça que je vous dis quand j'aime revoir les films, c'est la même chose, c'est que tout est pareil et tout est différent. Et que justement, on espère que ce ne soit pas une expérience orphique. On espère que ça ne va pas être encore une perte. Et je préfère quand même le deuxième. Je sais qu'il y a une mode qui fait qu'on préfère peut-être le premier en noir et blanc. J'adore Irene Dunne, l'actrice du premier, mais je préfère quand même la complexité des couleurs, etc., qu'apporte cette technologie plus moderne de la fin des années 50. Mais quand vous dites refuge, vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit, c'est ça le problème, semble désigner les films, déjà, ou la cinéphilie en général, déjà comme un refuge. Donc il faut dialectiser ça, parce que sinon le rapport au classique est vu justement comme une sorte de régression. Moi c'est ça que j'aimerais pas transmettre, justement. C'est-à-dire que si je présente les films en salle, c'est pas pour redire que c'est des chefs-d'œuvre, c'est pour que on sente ensemble en quoi c'est des chefs-d'œuvre et que ça nous anime, quoi, qu'on ait envie de le revoir, parce que ça dépasse tellement l'intention, déjà. L'intention de ce qui a été mis en œuvre pour le faire, et puis l'intention même de ce qu'on dit nous, que voilà, faut le revoir, faut repartir pour un tour, quoi. Le vivre au présent ensemble. Oui, le vivre au présent, mais on ne parle que de passé, parce que An Affair to Remember, qui est donc le titre du deuxième Elle et lui, et dedans, la grand-mère, le personnage de la grand-mère, donne exactement la définition du cinéma. Elle dit de son petit paradis perché, sa maison, sa villa, avec un fauteuil sur le patio, elle dit « It's a good place to sit and remember ». Évidemment, c'est un lieu parfait pour s'asseoir et se remémorer sa vie. C'est évidemment le cinéma, du coup. Je pense que c'est tout à fait conscient de la part de Macquaret, mais oui, il y a cette dimension de refuge, mais il faut que le refuge soit... Alors d'abord, dans ce film-là, oui, il est tout en haut. Et comme par hasard, la hauteur, c'est quelque chose de compliqué, parce que dans ce qui suit dans le film, on ne va pas réussir à monter en haut de l'Empire State Building tout de suite. Donc... c'est pas aussi facile de vouloir le paradis. C'est ça que j'aime bien, c'est que les refuges sont en fait des enfers aussi. Eh ben merci beaucoup, Charlotte Gerson, pour ce très beau portrait. On en profite juste pour remercier Élodie Imbeau, comme toujours, de nous permettre d'enregistrer à la Cinémathèque, Gabriel Régnier pour sa musique, et à la prochaine.